Numéro 14 de la... Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Le numéro 14 de la revue Le Monde, Histoire et Civilisation est dans les kiosques. Et oui, et nous en parlerons lundi si vous voulez bien, Anissa. Avec grand plaisir, puisqu'aujourd'hui, Franck Ferrand, bonjour Franck, vous avez déjà le nez dans vos messages cet après-midi. Bonjour. Et oui, alors je voulais remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages, en effet. Vous avez visiblement beaucoup apprécié mon passage chez Cyril Hanouna hier après-midi pour évoquer mon spectacle aux Folies Bergères, j'en suis ravi. Et pour ceux qui voudraient réentendre cette émission et même la voir en vidéo, je vous signale qu'elle est disponible sur ma page Facebook et sur celle d'Au cœur de l'histoire. Alors Franck, c'est un personnage haut en couleur que vous avez choisi de nous présenter cet après-midi. Oui, à la fois auteur de pièces de théâtre et esprit libre, homme d'affaires, horloger et espion. Vous aurez reconnu le fascinant monsieur de Beaumarchais. C'est Jenny du Québec qui nous a suggéré de faire cette émission, c'était en novembre. Et c'est Christophe Maury, l'homme de tous les théâtres que j'ai convié à venir nous en parler. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question de Thomas sur la tenue des petits-enfants d'autrefois. Voilà, Thomas voudrait savoir pourquoi on habillait les petits garçons comme les petites filles, ou l'inverse après tout. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Pierre-Auguste Caron, devenu Beaumarchais, fait partie de ces personnages si étourdissants qu'ils sont difficiles à saisir dans leur globalité. C'est bien simple, son existence va dans tous les sens. Sans cesse, il la renouvelle, il la réécrit, si bien que tout s'y mêle avec une grâce insolente. C'était le sous-titre de ce beau film qui lui avait été consacré, vous savez, Beaumarchais l'insolent. Il est grave et léger. Il lui arrive d'être novateur, mais il est aussi foncièrement passéiste. C'est un homme éblouissant qui n'a pas peur de l'obscur. Mais si on ne devait retenir qu'un mot pour résumer en quelque sorte Beaumarchais, ce serait sans doute le terme vivant. L'homme semble avoir tout vu, tout fait, et avec quel style et avec quel appétit. S'il est aujourd'hui surtout connu comme un auteur de théâtre, évidemment, pour nous Beaumarchais, c'est Le Mariage du Figaro, etc. Il est évident que cette activité n'aura été qu'une corde sur un arc qui en comptait pas mal. Je vous le disais à l'instant, il a été tour à tour horloger, inventeur, musicien, homme d'affaires, marchand d'armes, conseiller politique ou même agent secret. C'est dans ce dernier emploi que Beaumarchais a mis en quelque sorte tout ce qu'il était. Il y a mis sa flamboyance, sa vivacité, son courage bien sûr, mais aussi ses failles et ses nombreuses ambiguïtés. Hiver 1774. Pierre-Auguste a 42 ans, même s'il commence un petit peu à vieillir, il reste un bel homme plein de charme et de fantaisie. Son parcours jusque-là est assez prodigieux, il a connu une très belle ascension et a brassé beaucoup d'argent. Mais il faut vous dire que quelque temps plus tôt, sa situation a été pour le moins difficile. En effet, si vous remontez encore un an en arrière, il sortait d'un procès retentissant lié à une affaire de succession. On y reviendra tout à l'heure dans le détail avec Christophe Maury. Il y a eu des faits de corruption dans cette affaire. Il a été condamné, il a été blâmé. C'est une sentence déshonorante et qui signifie qu'il ne pourra plus exercer de fonction publique. En même temps, sa défense, pleine de verve, pleine d'intelligence au moment de son procès, lui a acquis dans toute la France, en tout cas dans les milieux qui comptent, une renommée extraordinaire. Cette victoire dans l'opinion lui a néanmoins laissé un goût d'échec en quelque sorte. Alors il va jouer, on est là en 1773, il va jouer une dernière carte. Il écrit à Madame du Barry. Madame du Barry, vous savez, c'est la dernière favorite d'un Louis XV vieillissant, et il propose à cette dame ses services. Il faut vous dire que Beaumarchais connaît la cour, qu'il y a laissé même un bon souvenir pour avoir été 15 ans plus tôt le charmant professeur de harpe des filles du roi. On verra d'ailleurs comment Beaumarchais est devenu le professeur de harpe de mesdames. C'est le duc de Castres qui le raconte, je le cite.
Son appel fut entendu. Quelques jours plus tard, Beaumarchais était à Versailles et Louis XV le chargeait d'aller en Angleterre racheter au maître chanteur Morande un ignoble pamphlet contre la favorite, pamphlet appelé « Les mémoires secrets d'une femme publique ». Pour Beaumarchais, il s'agit d'une mission confidentielle, bien entendu, mais c'est un espoir incroyable. Il se dit que si jamais il réussit dans sa mission, si jamais il satisfait le roi, eh bien, ce sera peut-être à terme l'annulation de sa condamnation. Donc, il va traverser la Manche, il se rend à Londres, sous un nom d'emprunt, il se fait appeler Monsieur de Ronac, c'est l'anagramme de son vrai nom, Caron. Faut imaginer ce que c'est que Londres à l'époque, cette capitale anglaise est en pleine effervescence, c'est le carrefour des idées nouvelles, des idées jugées subversives à Versailles. Un récent biographe de Beaumarchais, Christian Vasselin, précise: nombre de pamphlétaires venus de France s'y retrouvent aux côtés d'esprits libres, d'adeptes sincères de la liberté d'expression et d'adorateurs de la monarchie parlementaire. Les uns et les autres ont choisi d'y vivre en toute sécurité, quitte à être surveillés discrètement par les hommes de Sartine, Sartine étant le lieutenant général de la police de Louis XV. Beaumarchais fait donc partie désormais de tout ce petit monde. Première mission pour notre agent secret, il va donc retrouver le fameux Morande, l'auteur du brûlot contre Madame du Barry. Il entame des discussions avec lui. Beaumarchais peut compter sur sa force de conviction, sur son sens désarmant de l'argumentation. Il a réponse à tout, c'est un personnage assez étonnant. Et après avoir obtenu un exemplaire du document, hop, vite, il retraverse la Manche, il file à Versailles, il montre l'exemplaire à Louis XV. Louis XV est peu impressionné par la prose sournoise de ce mauvais pamphlétaire, mais il demande tout de même à Beaumarchais d'agir et de faire disparaître le problème. Mais oui, Madame du Barry y tient beaucoup. Eh bien, qu'à cela ne tienne, Beaumarchais repart pour Londres. Il va payer une somme conséquente à Morande, sans oublier de l'inciter désormais à travailler pour lui. Finalement, tous les exemplaires du pamphlet seront incinérés. Notre héros rentre triomphant en France. Problème, on est au printemps 1774 et ça doit vous dire quelque chose, ça. Dès que Beaumarchais met un pied sur le territoire français, il apprend la nouvelle, le roi Louis XV est mort. J'allais ajouter vive le roi Louis XVI. En tout cas, pour Beaumarchais, c'est un gros problème. Voilà une première mission pour rien. La bande originale du film Beaumarchais l'insolent sur Europe 1, composée par Jean-Claude Petit. Restez avec nous, le musicien, poète et dramaturge Beaumarchais est à l'honneur cet après-midi. Franck Ferrand revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Dramaturge, poète, musicien, vous l'avez certainement reconnu, nous parlons de Beaumarchais cet après-midi sur Europe 1. Alors on l'a vu, il vient de vivre l'un des premiers obstacles de sa vie, la mort de Louis XV. Exactement. Et l'arrivée de Louis XVI. Le roi Louis XV est mort, vive le roi Louis XVI. Pour Beaumarchais, il est grand temps d'entrer dans les bonnes grâces du nouveau et jeune souverain, bien entendu. Il se pourrait que son masque d'agent secret, son masque de monsieur de Ronac, lui offre quelques possibilités. D'ailleurs, une occasion ne tarde pas à apparaître, car vous savez que le roi Louis XVI a été marié pendant 4 ans avant de devenir le roi. Il était le dauphin Louis. Et avec l'archiduchesse d'Autriche Marie-Antoinette, il était censé donner des petits héritiers à la couronne. Or,
Le temps passe et pour l'instant, personne ne naît. Et l'on commence à supposer que Louis XVI aurait une malformation qui l'empêcherait d'avoir normalement des enfants. Tout ça fait beaucoup de rumeurs, tout ça fait beaucoup de bruit de l'autre côté de la Manche. Vous imaginez que l'affaire est sensible. Et l'on va penser à qui, d'après vous, pour aller faire disparaître ce nouveau pamphlet indélicat qui pousse à Londres comme la mauvaise herbe? Eh bien, une fois de plus, à Monsieur de Beaumarchais. Le voilà qui, dès le mois de juin 74, son ordre de mission sous le bras, va faire son retour à Londres sous le nom de Monsieur de Ronac. Alors il s'amuse à Londres, Beaumarchais bien entendu, vous imaginez qu'une ville pareille ne peut pas le laisser indifférent, mais il n'en oublie pas pour autant son enquête. Problème, l'affaire est cette fois beaucoup plus ardue, car on ne connaît pas l'auteur du libelle. Beaumarchais, par l'entremise d'un serviteur, parvient toutefois à se procurer un exemplaire chez un certain Atkinson. En fait, c'est pas son nom, hein, c'est un obscur italien, ce bonhomme, qui semble en savoir d'ailleurs très long. La lecture du document confirme la nécessité impérieuse d'en empêcher la diffusion. Si jamais ça sort, ça va faire une fois de plus grand bruit. Et c'est terrible pour la couronne de France. Alors, eh bien, Beaumarchais se dit qu'il est grand temps de soudoyer cet étrange Atkinson. Marie-Alice Berthaud raconte, après de multiples entrevues, rendez-vous est pris en rase campagne, à la nuit close, sur la route d'Oxford, pour remise du manuscrit et des exemplaires déjà imprimés. Il y en a 4000 qui sont brûlés sur le champ. Cependant, l'affaire ne s'arrête pas là. Il faut maintenant se rendre à Amsterdam, et oui, car d'autres exemplaires ont été imprimés là-bas. Oh, ben ça, c'est pas ce qui arrête Beaumarchais. Le voilà parti, avec Atkinson d'ailleurs. Tout semble se passer pour le mieux. Beaumarchais semble penser qu'il pourra bientôt rentrer en France, fort d'un nouveau succès. Seulement voilà, le peu fiable Atkinson a l'idée, si l'on peut dire, de filer à l'anglaise. Et bien entendu, il a emporté avec lui le fameux manuscrit du libelle. Ah là, Beaumarchais a mal joué. Il est fou de rage. Il faut absolument qu'il retrouve ce bonhomme. C'est le début de toute une course-poursuite. Alors, vous savez, c'est très intéressant ce XVIIIe siècle. On ne peut s'empêcher de songer là à Barry Lyndon, bien entendu. C'est-à-dire qu'on est à la fois sur un fond de gravité et dans une légèreté qui nous fait quand même beaucoup sourire. Course-poursuite à travers l'Allemagne, le 14 août, en route vers Nuremberg, alors qu'il est en train de traverser la forêt de Neustadt. Il est seulement accompagné de 2 hommes, il a un serviteur et un postillon avec lui. Beaumarchais décide de s'arrêter, faire une petite pause. Il se dégourdit les jambes, il s'éloigne un tout petit peu de ses compagnons de voyage, quand soudain, 2 hommes qui surgissent, on ne sait pas d'où, l'attaquent. L'un d'eux a un poignard, ses intentions meurtrières ne laissent aucun doute. Une bagarre s'engage, Beaumarchais tente de se défendre comme il peut, c'est pas tout à fait 007 non plus, hein. Il perd brièvement le contrôle de la situation, il voit le poignard de son adversaire se diriger droit sur son torse. Cette fois, c'est fini. Mais miraculeusement, la lame va riper sur l'étui qui contient l'ordre de mission du roi Louis XVI. Vous imaginez, ça tombait quand même pas mal. Le combat, décidément très romanesque, peut continuer. Je cite de nouveau Marie-Alice Berthaud. Dans le corps à corps, le Français a le menton percé, la joue lacérée, la paume de la main gauche ouverte jusqu'à l'os. Malgré toutes ces blessures, il réussit à écraser le poignet d'un des adversaires, à lui sauter à pieds joints sur l'estomac, à le désarmer. Le second attaquant s'enfuit, tandis que le blessé demande grâce. Et finalement, les mystérieux assaillants s'échappent. Beaumarchais s'en sort. Il nettoie ses plaies avec sa propre urine. Il n'a pas tellement le choix. Il faut désinfecter. Et il essaie de se rendre le plus présentable possible pour rejoindre Nuremberg. Alors, à ce moment-là, il a l'idée d'aller à Vienne pour y demander à être reçu par l'impératrice Marie-Thérèse. L'impératrice Marie-Thérèse, la grande figure de l'époque, qui n'est autre que la mère de la nouvelle reine Marie-Antoinette. Même si cette requête est très audacieuse, Beaumarchais, qui a des relations, qui a de l'entre-gens, parvient à obtenir une audience. Et il raconte alors tout le mal qu'il s'est donné pour le service du roi et de la reine de France. Ça ne peut que toucher évidemment la mère de la reine. Il fait le récit de toutes ses aventures, de ses mésaventures surtout, et il évoque une stratégie concernant le pamphlet infamant. L'impératrice l'écoute parce qu'elle ne peut pas faire autrement, mais elle est quand même un brin perplexe.
Beaumarchais va comprendre à quel point elle l'était, puisqu'un peu plus tard, alors qu'il est rentré dans son petit logement, des hommes de l'impératrice font irruption, ils se saisissent de ses documents, ils l'informent qu'il est assigné à résidence, et à l'homme qui lui ordonne de ne pas opposer de résistance, il répond « J'en fais quelquefois contre les voleurs, jamais contre les empereurs ». L'incroyable vie de Beaumarchais cet après-midi sur Europe 1. Vous pouvez d'ailleurs réagir à cette émission et envoyer vos questions et vos messages à Franck Ferrand et son invité. Rendez-vous donc sur la page Facebook Au cœur de l'histoire ou sur Twitter avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Pierre-Auguste Caron de Beaumarchais, voilà l'histoire que vous raconte cet après-midi Franck Ferrand. Alors on l'a vu il y a un instant, Beaumarchais s'est fait agresser dans la forêt en Allemagne. Il s'en est plutôt bien sorti parce qu'il a risqué sa vie quand même. Il raconte cette mésaventure à l'impératrice Marie-Thérèse qui, elle, reste perplexe oui, quand même. Elle n'y croit pas tellement, l'impératrice, ces histoires. Elle a des doutes, disons, sur ce que lui a raconté l'espion français. Je crois qu'il y a peu d'esprits aussi lucide que celui de l'impératrice d'Autriche. L'enquête qu'elle diligente va effectivement laisser bientôt apparaître un certain nombre de zones d'ombre, notamment à propos de l'attaque dont Beaumarchais affirme avoir été victime en forêt de Neustadt. Marie-Alice Berthaud explique, je la cite, « Le postillon qui l'accompagnait en voyage a déclaré que le sieur de Ronach, donc c'est le Beaumarchais qui se fait passer qui circule sous ce nom, s'est effectivement arrêté en forêt, s'est éloigné sous les arbres en portant sa trousse à raser, et qu'il réapparut 30 minutes plus tard, la main entortillée d'un linge. Il prétendait avoir été attaqué. Or, le cocher est certain qu'à l'exception de 3 braves bûcherons, il n'y avait âme qui vive à une lieue à la ronde. Quant au mystérieux Atkinson, en attendant, lui, il a disparu dans la nature. Est-ce qu'il faut penser que Beaumarchais a tout inventé pour se donner le beau rôle? On peut le penser. Certains ont même été jusqu'à imaginer qu'il ait lui-même écrit le fameux libelle qu'il était chargé de retrouver et de détruire, même si des ennemis du couple royal ont eux aussi été cités comme des auteurs possibles. Bref, quoi qu'il en soit, au bout d'un mois environ, l'espion finit par être libéré, ou plus exactement, il est libéré et expulsé. Il est libre de rentrer en France. Il s'en tire très bien. Il va recevoir de l'argent pour ne pas traîner à Vienne. Et bientôt, il va même recevoir une forte récompense de la part du roi Louis XVI. Je ne sais pas si en France tout finit par des chansons, mais on peut dire que dans la vie de Beaumarchais, tout finit généralement par de l'argent. Il est possible que le lieutenant général de police, monsieur de Sartine, qui avait recommandé Beaumarchais au roi, se soit dit que les choses devenaient un peu dangereuses et qu'il était grand temps de protéger son poulain s'il ne voulait pas lui être éclaboussé par cette affaire. Il semble en tout cas que Louis XVI fasse toujours confiance à Beaumarchais. C'est une bonne nature, Louis XVI. Il fait confiance jusqu'à preuve du contraire. Il faut dire qu'on est dans l'hiver 74-75, 1775. L'auteur vient de triompher avec son barbier de Séville. Et dans la foulée, une nouvelle mission lui est confiée. Cette fois, il s'agit d'aller négocier la restitution de documents compromettants, une fois de plus, auprès d'un des personnages les plus étonnants de l'époque, le célébrissime chevalier d'Éon. En effet, vous savez que ce chevalier d'Éon, cet ancien capitaine des dragons, vit désormais exilé en Angleterre, où il a l'habitude de se présenter en femme, si bien qu'on ne sait plus trop bien si on a affaire à un homme ou à une femme. Christian Vasselin le ou la décrit ainsi. Sa taille est cambrée, ses hanches sont pleines, son visage est rond, sa voix fluette, ses cheveux soigneusement bouclés, sa gorge paraît assez peu rebondie, mais c'est le vêtement qui en cache les faveurs. Surtout, ses mains sont à croquer. Quoi qu'il en soit, ce personnage qui a été espion, diplomate au service de Louis XV, Louis XV qui l'a longtemps fait chanter d'ailleurs, cet ingérable chevalier ou chevalière d'Éon a fini par être écarté, évidemment, ce qui lui laisse beaucoup d'amertume, et il paraît risqué qu'une telle personne garde en sa possession, entre autres, un plan français du débarquement en Angleterre. Ça, c'était le grand projet de Louis XV qui avait l'intention d'aller débarquer en Angleterre, sauf que c'est le chevalier d'Éon qui possède
possède le plan. Vous imaginez si jamais ça sortait, ça doit pas tomber en de mauvaises mains ce document-là. Et donc, Beaumarchais retourne une fois de plus à Londres. Il entre en contact avec le chevalier en avril 75. Il engage une négociation sur toutes sortes de registres, y compris celui du reste du badinage amoureux. On est au XVIIIe siècle, évidemment. Christian Vasselin raconte, aussi incroyable que puisse paraître la situation, il croit de bonne foi que le chevalier est une femme. Alors est-ce qu'il le croit de bonne foi, notre Beaumarchais? C'est discutable. À moins qu'il le feigne et se fasse à dessein envoyer des billets signés votre petite dragonne pour endormir le sentiment de vengeance tapi au fond du cœur du chevalier. Bref, Beaumarchais se tire une fois de plus assez bien de tout ce jeu de faux semblants. Il finit par trouver un accord. Il faut dire que dans le domaine du travestissement, le théâtre de Beaumarchais nous montre que l'auteur n'avait rien à apprendre. Le chevalier d'Éon doit rendre les documents qu'il détient. Il va être gratifié en échange d'une belle pension, à condition qu'il ne se présente plus vêtu en capitaine des dragons et ne s'habille désormais qu'en femme. Bon, enfin ça nous entraînerait sur un autre sujet. Beaumarchais a réussi sa négociation, c'est pour autant la fin de sa mission au service du roi. On peut dire que ses activités d'agent secret sont globalement une réussite pour lui, puisqu'au cours de ses missions, il a obtenu la possibilité d'entreprendre des démarches pour lever son fameux blâme, vous savez, levée qui est effective en septembre 1776. Ah, maintenant, il va pouvoir se consacrer à de nouvelles affaires, des affaires littéraires, évidemment, mais pas seulement, puisque l'une des principales, ça va être l'aide qu'il apporte en lien secret avec le pouvoir français aux insurgés américains contre la couronne britannique. Et oui, on est au tout début de la guerre d'indépendance américaine. Et là encore, les motivations de Beaumarchais ne sont pas seulement nobles et idéalistes. Faut jamais oublier que le bonhomme trouve son intérêt personnel dans tout ce qu'il entreprend. Voilà quelqu'un de foncièrement intéressé. L'autorisation de le dire, c'est lui qui nous l'a lui-même donné. Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Bonjour Christophe Maury. Bonjour Franck. Vous connaissez Beaumarchais comme tous nos hommes de théâtre et nous allons voir que au-delà bien entendu de l'agent secret, de l'homme d'affaires, de l'espèce d'intrépide aventurier, se cachait un véritable génie. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Alors on connaît Beaumarchais comme l'auteur du Mariage de Figaro, encore le Barbier de Séville, mais on a découvert grâce à vous Franck Ferrand il y a quelques minutes Beaumarchais l'espion, et on parle de Beaumarchais effectivement cet après-midi avec votre invité. Vous recevez Christophe Maury, romancier, écrivain, éditeur de théâtre et auteur notamment de Molière, paru chez Folio Biographie, paru chez Gallimard en 2007. Alors bien sûr, il y a Molière et Corneille et Racine au grand siècle, et puis il y aura plus tard évidemment Labiche, Courteline, enfin ce ne sont pas les grands auteurs de théâtre qui manquent au répertoire français. Est-ce que Beaumarchais en fait véritablement partie, Christophe Maury, et qu'est-ce qui fait qu'on en parle encore tant aujourd'hui, en 2016 ? Eh bien, je me le demande. En fait, Beaumarchais, c'est d'abord des mains et des doigts. Il est horloger par son père, il est harpiste par sa mère, et il invente un procédé d'horloge extraordinaire. Il a 21 ans. Et le procédé va être vendu à la cour, à Versailles, par un autre. Alors, il a 21 ans, il débarque à Versailles, il va voir Louis XV et il dit « c'est moi qui ai fait ce procédé ». C'est pas n'importe qui, c'est le grand horloger Lepôtre qui est l'horloger royal par excellence, qui fait toutes les horloges du château de Versailles, qui lui a piqué son principe. Son idée. Et Beaumarchais arrive quand même à obtenir une audience du roi Louis XV. Ça paraît complètement fou. Non seulement il a l'audience, mais il va devenir le professeur de harpe des 4 filles de Louis XV. Et ce culot montre qu'on n'est pas encore dans l'industrie des brevets, mais qu'on peut ramasser de la monnaie à chaque fois qu'on invente quelque chose. Et ça va devenir, Beaumarchais, un homme d'affaires absolument incroyable. En fait. Il a le sens des droits, de ce qu'on appelle les droits. C'est lui qui va créer la Société des auteurs-compositeurs dramatiques. Parce qu'il joue à la Comédie Française, il exige que les comédiens lui montrent la billetterie. Bon, mais ça, c'est beaucoup plus tard. Imaginez
quand il se présente en 1666, il écrit à Monsieur de la Porte de Melay: « Je suis en même temps papetier anglais en Lorraine, imprimeur français en Allemagne, éditeur d'un grand homme à Paris, négociant maritime en nos ports. » Le grand homme, c'est Voltaire, au passage. Oui, ardent pour ma patrie au Nouveau Monde. C'est un homme d'affaires, c'est Bernard Tapie. C'est Bernard Tapie, c'est-à-dire qu'il va faire, alors attention, je vais peut-être avoir des procès, il va toujours se Des procès financer, peut-être pas, mais des messages et des mails, je vous le garantis. financer sur le compte de la puissance publique, obtenir un bénéfice personnel à partir d'une affaire concernant l'intérêt de l'État. C'est ça son truc. Il prend du pognon en prenant tout le monde à partie. Vous disiez tout à l'heure que le roi est mort, Louis XV, vive le roi Louis XVI. Qu'est-ce qu'il fait? Il écrit à Louis XVI, je cite, des idées élémentaires sur le rappel du Parlement. Et il rédige ça pour les ministres. Et il va y avoir un conseil des ministres. On a envie de dire, mais de quoi je me mêle? Mais de quoi je me mêle? Et à chaque fois qu'il se passe quelque chose, à chaque fois, il fait un bouquin et il le balance. Et c'est un homme hyper médiatique. Il a compris les médias avant tout le monde. Et c'est un homme qui est au cœur de ce qu'on pourrait appeler la publicité à cette époque. Totalement. Qu'on appellerait nous aujourd'hui le buzz, c'est vraiment Totalement. ça. C'est-à-dire qu'on voit bien que les 3 missions qui lui ont été successivement confiées par Louis XV et par Louis XVI sont des missions diplomatiques liées à la publication de libelles. Et si on lui demande à lui de se rendre en Angleterre, en Hollande, etc., pour empêcher la publication de libelles, c'est qu'il est au cœur même de cette industrie-là et qu'il sait comment on s'y prend quand on veut faire connaître une idée ou quand on veut se développer une rumeur, en fait. Alors, c'est l'homme de la rumeur. D'ailleurs, l'homme de la rumeur. Et la calomnie. Revenons là au mariage de Figaro. Et il joue c'est le Barbier de Séville. Il joue sur la rumeur, il joue sur la publicité, il joue sur le bouquin. Mais il lui faut une holding à Bernard. Donc, ben oui, il lui faut une holding. Donc, il va créer le 10 juin 1676 la maison de commerce Rodorigue, Hortelez et compagnie, dont il est le seul actionnaire, et tous les bénéfices vont dans cette maison. Alors, il a très tôt côtoyé un homme d'une importance considérable et qu'on met toujours un peu de côté au XVIIIe siècle, et c'est dommage. C'est un certain Lenormand d'Étiole, qui était le parrain de Madame de Pompadour, qui d'ailleurs a été le directeur général des bâtiments, arts et manufactures du roi, donc une sorte de super ministre de la culture, et dont on pensait qu'il était en vérité le père naturel, le père biologique de Madame de Pompadour. Or, ce Lenormand d'Étiole est passionné par le théâtre. Ça joue un rôle, ça, évidemment, Christophe Maury. Et il rencontre Pierre-Augustin. Pierre-Augustin, naturellement, va écrire des pièces pour Lenormand, qui sont des pièces très intéressantes, ce qu'on va appeler du théâtre de société. Alors, il y a Isabelle Mannequin, il y a, ce sont des pièces très courtes. Des petites pièces faciles à jouer, parce qu'il faut que les gens puissent les apprendre. Les bottes de 7 lieues, Léandre Marchand d'Agnus. L'idée, c'est un peu le théâtre amateur que l'on voit. Le théâtre à la maison. Le théâtre à la maison. Alors bon, c'est un peu mon cul sur la commode, comment vas-tu haut de poil, mais il joue sur les mamzelles, sur un théâtre de mots plus qu'un théâtre de situation, et ça prend pas mal. L'avantage, c'est que son protecteur va lui en présenter un autre. Et voilà, c'est que là, quand on parle de Lenormand d'Étiole, je dis ça pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas toutes les coulisses du XVIIIe siècle, quand on parle de Lenormand d'Étiole, on parle du clan financier le plus puissant de la France de l'époque, qui est le clan Paris. Ça, c'est fondamental. Alors, il va voir Monsieur Paris, Pierre-Augustin. Paris du Vernet, en l'occurrence. Paris du Vernet, et il lui demande 45 000 livres. C'est beaucoup d'argent, hein. Le SMIC est à peu près à 100 livres. C'est 1 500 000 € aujourd'hui, quoi, voilà. En gros. Il lui demande 45 000 livres, il met de sa poche 5 000 livres, ça fait 45 plus 5, ça fait 50 000 livres, il achète la charge de secrétaire du roi. Et le voilà en poste pour pouvoir prendre d'un intérêt personnel sur l'intérêt général de l'État. C'est-à-dire que lorsqu'on a la chance d'entrer dans ce clan Paris, la chance et le danger, en même temps bien entendu, on est au cœur des plus grandes affaires financières de ce qui à l'époque est la plus grande puissance du monde. Donc on parle de montagnes d'argent bien entendu. Or, Monsieur Paris du Vernet va finir par mourir un jour. Eh oui. Et naturellement, Pierre-Augustin se sent l'héritier. Donc il demande l'héritage. Sauf qu'il y a un neveu, Monsieur de la Blache, qui, alors il va y avoir procès, forcément, et ça va être terrible, puisque le juge s'appelle Gossman. Et Pierre-Augustin, il va le voir, le juge.
il lui met 15 000 livres sur la table pour le valet, il dit faites-moi rentrer chez le juge. Il rentre dans le cabinet, le juge lui dit je n'ai pas à vous voir, je vous verrai en audience. Non, je veux vous parler. Bon, finalement, il le renvoie. 2 jours plus tard, Pierre-Augustin revient avec une montre de diamant, cette fois-ci, qu'il file Si ça, c'est pas de la corruption. à la femme du juge en disant je veux voir votre mari. Il revient et finalement, le juge le renvoie. Que va faire Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais? Un pamphlet. Il va écrire. Et il va écrire ses mémoires qui vont être en 4 volumes. 6 000 exemplaires vendus en 3 jours. Et il passe pas chez Soto le matin. Je sais pas si vous voyez. C'est le Soto de l'époque en même temps. Oui, c'est le Soto de l'époque. Je sais pas si vous. Alors, forcément, comme Bernard Tapie, il va passer par la case prison. Et il va faire 5 séjours en prison. Un premier en 1773 à Fort-l'Évêque, parce qu'il s'est battu avec un duc et père, parce qu'ils avaient la même maîtresse, Mademoiselle Ménard, une jolie comédienne. Ensuite, il va être à la forteresse de Vienne à cause de la méfiance du ministre de Marie-Thérèse, vous en aviez parlé tout à l'heure. L'année suivante, il est à Saint-Lazare suite aux polémiques autour du mariage de Figaro. Et en 1780... Saint-Lazare, c'est une prison terrible à l'époque. C'est une prison terrible. En 1792, suite à l'affaire des fusils de Hollande, il est emprisonné à l'abbaye. Et alors, je reviens sur Saint-Lazare. Vous savez que quand on va à Saint-Lazare, on doit être fessé en public. Bon, lui ne sera pas fessé en public. Il est arrêté sur ordre du roi. Et ensuite, il ne va y passer que 5 jours. Et ensuite, le roi Louis XVI va le dédommager d'une prime de 800 000 livres. Ce qui est considérable. 800 000 livres. C'est gigantesque fortune. Oui. Donc vous voyez, c'est un homme d'argent d'abord. C'est un homme d'argent et il va rentrer dans les réseaux, dans les plus hauts réseaux. C'est un homme d'argent, c'est un homme d'amour aussi quand même, il faut le dire. Alors c'est un homme d'amour. Oui, et il s'appelle Beaumarchais par amour d'ailleurs, puisque son premier mariage était avec une femme qui est bien plus âgée que lui et qui avait un bois qui s'appelait Beaumarchais. Et Monsieur Caron, il va reprendre le bois, il va se faire appeler Caron de Beaumarchais. Beaumarchais et les femmes, c'est avec Christophe Maury dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Il était hyper médiatique, il a créé le buzz du XVIIIe siècle, l'homme de la rumeur, c'est le Bernard Tapie du XVIIIe. Bien sûr, nous parlons de Beaumarchais cet après-midi sur Europe 1 avec Christophe Maury, romancier, écrivain, éditeur de théâtre et auteur notamment de Molière chez Folio Biographie chez Gallimard. Mais c'était aussi, Beaumarchais, un séducteur, Franck. Oui, alors Christophe, vous vouliez lire quelque chose, je vous vois là, brandissant un papier, on dirait un peu une statue de Beaumarchais. Non, je vous remercie Franck Ferrand. Non, Beaumarchais et les femmes. Beaumarchais est issu d'une famille de 6 filles. Et il est le seul garçon. Donc il est à la fois coucounet et le petit coq. Et il va adorer ses sœurs. Une éducation très féminine où il est entouré de jeunes femmes qui l'ont beaucoup cajolé. Mais qui l'adorent. Ouais. Et il va toujours être très fidèle à ses sœurs. Les 2 de ses sœurs vont partir en Espagne et pour monter un commerce. Et il y en a une qui va vouloir se marier. Et puis finalement, elle va pas pouvoir se marier. Et donc, elle va être déshonorée d'une certaine façon. Eh bien, Pierre-Augustin, il traverse les Pyrénées pour aller redonner l'honneur de sa sœur et faire des affaires en même temps. Donc, le voyage devait durer 8 jours, ça va durer 1 an. 1 an de fête, 1 an de réseau et 1 an de pognon. Mais il a une passion pour la femme, si vous voulez. Et lorsque vous voyez le personnage de la comtesse Almaviva, merveilleux. C'est un personnage extraordinaire et que l'on retrouvera ensuite dans La Mère coupable, puisqu'elle va avoir avec Chérubin un petit Léon, et que La Mère coupable se passe le jour de la Saint-Léon, où le père se rend compte, trouve une correspondance et s'aperçoit que son fils Léon n'est pas son fils. Donc le jour de la Saint-Léon, il dit à son fils « Ne m'appelez plus père, mais appelez-moi monsieur ». Ça commence comme ça. Bon. Donc Pierre-Augustin et les femmes, ça va être toujours dans la séduction. Alors, il est entouré de femmes, il a eu des maîtresses absolument innombrables, mais ses femmes à lui, ses épouses à lui, ce sont plutôt des cagnottes, si j'ose dire, non? Il épouse des femmes généralement nettement plus âgées et très fortunées, sont des veuves souvent, de riches veuves. Madame Franquet, Madame Lévesque... C'est le coffre-fort qui l'intéresse. Il épouse Thérèse de Villamola, avec qui il va avoir une fille d'ailleurs. Donc là, il y a des descendants, on peut le dire. Je crois, oui.
Et puis il se remariera donc après la Révolution avec Marie-Thérèse. Quand je dis après la Révolution, plus exactement sous le Directoire à la toute fin de la Révolution, puisque lui-même meurt au début, juste au moment du consulat, au moment où Bonaparte est en train de prendre le pouvoir en France. En fait, saviez-vous qu'il meurt sourd? Oui. La surdité est arrivée très très vite, est arrivée dès le mariage de Figaro, ce qui l'isole beaucoup. Alors, je reviens sur les affaires. Il écrit « Souvenez-vous qu'on n'obtient rien par écrit. Il faut aller soi-même prendre la boutonnière, serrer le bouton et toutes les autres manières d'engager les gens qui n'ont que peu d'envie d'obliger. Il faut engager les gens et par oral. Et ce qui tient le ciment de Beaumarchais, ça va être le ciment de son théâtre, c'est la gaieté. Une gaieté qui est un signe d'accord avec le monde. Et c'est cette gaieté, vous savez, on dit toujours que les commerçants sont des gens très très gentils, très sympathiques, toujours souriants. C'est ça, Beaumarchais. Il a cette gaieté incroyable. Mais est-ce que cette gaieté n'est pas tout simplement celle de son temps? Il me semble, lorsqu'on voit jouer ces pièces, la plus célèbre étant Le mariage de Figaro, La folle journée, mais il y a donc avant, en 1775, Le barbier de Séville ou La précaution inutile, et puis après, sous la Révolution, L'autre Tartuffe, donc, ou La mère coupable, comme vous disiez. Bon, ça c'est la trilogie comme celle de Goldoni, c'est peut-être pas un hasard d'ailleurs. C'est pas un hasard, je crois. Oui. Il y a une espèce de concurrence. Bon, alors auparavant, il avait fait 2 drames, enfin des drames un peu larmoyants. On peut pas dire que c'est les 2 amis et c'est Eugénie, mais il est déjà dans le 19e siècle d'une certaine façon. Alors certes, au 18e, on pleure beaucoup, on aime beaucoup pleurer, donc ces 2 drames ne vont pas très très bien passer. En revanche, Figaro, ça va être l'explosion. Extraordinaire quand même. Hein. Aucun journal ne s'appelle Scapin. Mais un quotidien s'appelle bien Le Figaro depuis très longtemps en plus. Depuis très longtemps. Et j'avais ce matin au téléphone Pierre Santini. Pierre Santini, vous savez, il y a 2 personnages qu'il a énormément aimés. C'est Cyrano de Bergerac et c'est Figaro. Et il me disait, j'avais besoin de faire le clown en coulisses pour arriver toujours sur scène dans une humeur qu'il faut toujours garder, et bien qu'il va y avoir le basculement dramatique avec le grand monologue, il faut être pétillant de tout ce qui précède dans ce monologue. Il faut vraiment pétiller de cette joie de vivre et de cette gaieté. Mais alors justement, c'est la question que je voulais vous poser, Christophe Maury. Est-ce que finalement, ce qui nous fascine lorsqu'on joue, lorsqu'on voit représenter, par exemple, le mariage de Figaro, cette folle journée dont on ne se lasse pas, et dont Mozart a fait un grand opéra, bien sûr. Est-ce que ce qui fascine, ça n'est pas la joie de vivre intrinsèque? C'est-à-dire qu'au-delà, il y a quelques tirades célèbres et qui sont même devenues des tirades politiques, on va y venir dans un instant, et au-delà du style et au-delà du sens scénique, car il y a quand même quelques belles situations de théâtre, notamment vers la fin du mariage. Mais est-ce que ce qui nous fascine, ce qui nous étonne le plus, n'est pas finalement cette vitalité du XVIIIe siècle? On a l'impression de voir vivre ce siècle, hein, c'est ça. Vitalité, et je dirais aussi une sexualité. Voilà. C'est-à-dire que tout vibre. Tout vibre dans cette... Tout est hétérogène. Tout est hétérogène, exactement. C'est un peu l'Italie des années 60, vous voyez. Oui, c'est ça. Et tout est hétérogène, tout est parfumé. On a la femme dans ses 3 âges. On a la comtesse, on a Suzanne. C'est absolument pétillant, voilà. Et Figaro, c'est pétillant. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que Beaumarchais, déjà à l'époque, s'oppose au politically correct. Il écrit « À force de devenir délicat et fin connaisseur et d'affecter l'hypocrisie de la décence auprès du relâchement des mœurs, nous sommes devenus des bégueules rassasiées qui ne savent plus ni ce qu'elles veulent, ni ce qu'elles aiment. » Et plus loin, il écrit « On ne pourrait offrir au théâtre les plaideurs de Racine sans entendre aujourd'hui tous ceux qui portent une robe s'écrier qu'il n'y a plus de respect pour les lois et les magistrats. » Déjà à l'époque. Et donc, il va s'opposer à ça, et avec un culot monstrueux. Il faut dire qu'on lui a quand même mis beaucoup de bâtons dans les roues, si vous me passez l'expression. 12 censeurs. C'est incroyable. 12. Et la pièce a été censurée combien de fois? 12 fois. 12 fois, ça paraît fou. Et Louis XVI, qui connaît bien Beaumarchais, dit... Il vaudrait mieux détruire la Bastille que de faire jouer Figaro. Oui, donc Louis XVI sait très bien ce qu'il risque, en quelque sorte. Il a compris que cette pièce était une véritable bombe et que le message qu'elle veut faire passer est un message contre les privilèges et pour l'avènement d'une nouvelle société. Comment réagit Pierre-Augustin à cette sentence du roi? Eh bien, nous allons faire une lecture privée, et qui joue la comtesse? Aïe, aïe, aïe. Marie-Antoinette.
C'est-à-dire qu'il va réussir, alors que la pièce est interdite, etc. en France, il va réussir à la faire, sinon tout à fait jouer, mais en quasiment jouer, sur le petit théâtre de Trianon par la reine en personne, en présence du roi du reste. Oui. Vous imaginez la causerie conjugale la nuit? Non mais c'est incroyable. Marie-Antoinette n'avait pas compris ce qui se trouvait dans cette pièce. Sans Je doute. crois qu'elle n'était pas idiote. Non, je dis pas ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle n'a pas mesuré l'importance politique du... Je pense qu'elle a mesuré la joie de vivre, la gaieté, la sensualité, tout ce qu'elle aimait au Trianon et qui était dans cette pièce. Vous voyez ? Alors pourquoi Beaumarchais aujourd'hui, on parle toujours de Beaumarchais? Parce que oui, le Bernard Tapie, parce que oui, ce culot insolent, parce que oui, cette gaieté, et puis aussi, c'est lui qui va faire rééditer l'œuvre complète de Voltaire. Voltaire est à l'index. On ne peut pas éditer Voltaire. Mais c'est très sulfureux là encore. Voltaire ne meurt qu'en 78. Oui, en mai. Et alors, qu'est-ce qu'il fait, Pierre-Augustin? Il achète une imprimerie à Kehl, c'est-à-dire de l'autre côté du Rhin. Il suffit de passer le pont de Strasbourg. Oui. 150 ouvriers, Franck Ferrand, 150 ouvriers. Et il va sortir ces 80 volumes in octavio des œuvres de Voltaire. Donc vous voyez, c'est cette espèce de folie, de joie de vivre, de culot, parce qu'il fait ça pas parce que s'il est dans les Lumières, il fait ça parce qu'il y a du pognon à se faire. Et en même temps avec beaucoup de respectabilité. Mais cette respectabilité va être très très mise à mal au moment de la Révolution française. Parce qu'il a une maison somptueuse à la Bastille, mais somptueuse. Oui, qui est un vrai palais de ville en fait, il faut le dire. Hein. Oui, avec un patio. Extraordinaire, un endroit extraordinaire. Des fontaines, et la Révolution... Des collections inouïes. Oui. Les révolutionnaires sont persuadés qu'il y a un souterrain entre la Bastille et sa maison. Et qu'on passe des arbres. Il est tout près de la Bastille, il faut dire. Ben oui. Mais quand Delaunay va se faire décapiter, à coup de canif... Le gouverneur de la Bastille. Le gouverneur. Alors à coup de canif, parce qu'ils n'ont rien, et qu'on trimballe sa tête sur les pics, Beaumarchais, il a intérêt à partir. Je me dis qu'on aurait peut-être, mais c'est trop tard, on aurait peut-être dû lire quelques extraits, quelques tirades de Beaumarchais. Alors, vous en avez là sous la main? J'en ai une à proposer au ministre de l'Intérieur, puisque je fais comme Beaumarchais, moi je prends tout le monde. À bon entendeur. Il a des fulgurances incroyables, Beaumarchais. Dans une grande tirade, il va avoir une phrase terrible. Vous ne vous êtes donné que la difficulté de naître. Bon, eh bien, dans La mère coupable, il y a une phrase que l'on devrait inscrire sur tous les visas du monde entier, des entrants comme des sortants, tous les visas du monde entier, écoutez-moi bien. Quand on veut vivre dans un pays, il n'en faut point heurter les préjugés. Il ne dit pas il ne faut pas en prendre les coutumes, il ne faut pas en prendre la culture, il ne faut point en heurter les préjugés. Je trouve que c'est magnifique. Et bien, c'est ça. Beaumarchais, c'est des moments tout simplement de bon sens. Et d'ailleurs, on s'en rend compte particulièrement dans le Barbier de Séville. On est vraiment sur quelque chose sur un homme on est en présence d'un homme de bon sens essentiellement. Et qui n'est pas vous faites bien de parler d'un homme de bon sens, parce que ce n'est pas l'honnête homme du XVIIe. Non, plus du tout. C'est plus du tout ça. Il s'est passé une différence, c'est que la bourgeoisie propose à l'époque. La bourgeoisie, elle ne provoque pas, elle propose. Et elle est entendue. Ce qui n'est pas du tout le cas du temps des Poquelin. Mais c'est le cas du temps des Caron. Et c'est ça qui, à mon avis, donne énormément de sel aussi à tous les personnages de Beaumarchais. La biographie de Beaumarchais par Christian Vasselin vient de paraître chez Folio Biographie, c'est un inédit en collection Folio. Elle est à vendre, j'imagine, dans votre librairie, Christophe Maury. 3 rue de Marivaux, je vous y attends. Merci beaucoup d'avoir fait revivre un personnage qui, au demeurant, n'en finit pas de vivre. Et dans un instant, nous reviendrons sur les tenues d'époque des petits garçons avec le retour aux origines de Franck Ferrand. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et
aujourd'hui pour vous, Franck, une question de Thomas qu'il vous a posée sur le site internet europe1.fr. Pourquoi à l'époque les petits garçons étaient-ils habillés en petites filles sur les portraits peints ? Oui, c'est vrai que assez souvent, notamment sur les toiles du XVIIe siècle, on voit d'ailleurs des erreurs très fréquentes erreurs de légende dans les livres. Vous savez, on met la princesse un tel, etc. Non, c'est des petits princes en fait. Mais bon, parce que tout simplement, les enfants portaient une robe unisexe depuis le moment où ils étaient sevrés jusque vers l'âge de 5-6 ans. Le passage aux hommes pour les petits garçons, alors ça, on est là dans la bonne société, notamment dans les cours. Le passage se fait à l'âge de 7 ans, c'est ce que l'Église appelait l'âge de discrétion. C'est donc à ce moment-là qu'on fait une distinction définitive entre garçons et filles qui sont considérés comme des êtres sexués, si vous voulez. Mais avant, c'est vrai que entre l'âge de 2 ans et l'âge de 6-7 ans, eh bien, on portait cette espèce de vêtement qui n'était pas vraiment une robe. D'ailleurs, nous voyons ça comme une robe. On parlait du robage. Et c'était tout simplement pour des raisons pratiques, d'ailleurs. Parce que c'était pour permettre de changer les couches plus facilement. Car, et ça c'est un aspect très intéressant, il faudrait développer, on entre vraiment dans la vie quotidienne, mais c'est amusant, les enfants étaient propres beaucoup plus tard qu'aujourd'hui. Nous avons, au cours du 19e, et alors surtout du 20e siècle, habitué les enfants à devenir propres très très tôt. Mais à l'époque, il n'était pas rare qu'il y ait encore des petits accidents vers 4 ou 5 ans, et donc c'était beaucoup plus facile avec cette espèce de robe unisexe tout simplement. Par ailleurs, et ça c'est intéressant, jusqu'à la fin du 18e siècle, il n'y a pas, mais ça nous entraîne dans un autre sujet, il n'y a pas de distinction entre le costume adulte et le costume enfant. Et ça, c'est frappant quand vous voyez les tableaux du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Vous voyez des enfants, que ce soit des petits garçons ou des petites filles, d'ailleurs, qui ont exactement la même tenue que leurs parents. C'est-à-dire qu'un peu comme des vêtements de poupée, on fabriquait des vêtements d'enfants qui étaient la version modèle réduit des vêtements de leurs parents. Il n'y avait pas du tout de mode spécifique pour les enfants. Ça va naître très tard, entre parenthèses. On va se mettre à habiller les enfants d'une manière particulière que vers le milieu ou même la fin du 19e siècle. Voilà, donc ce sont des coutumes qui ont changé. Et c'est vrai que quand on voit des tableaux de jeunes enfants au XVIIe siècle, il est assez difficile souvent de savoir si on a affaire à un garçon ou à une fille.